Eh bien, salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 30 juillet 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par Ethereum, tout simplement parce que c'est l'anniversaire d'Ethereum. 10 ans, si je dis pas de bêtises, j'ai toujours un doute si c'est 2015 ou 2016, donc il me semble que c'est 10 ans, mais peut-être que je me gourre. En tout cas, joyeux anniversaire Ethereum. En parlant d'Ethereum, on va commencer par ça, par les news ETH maximalistes, parce qu'en ce moment je passe pas mal les news BTC maximalistes, et depuis un petit mois on va dire, il commence à y avoir la même chose mais sur Ethereum. Je m'attendais pas à ce que ça, j'allais dire se démocratiser. Je sais pas si démocratiser c'est le bon mot, mais je m'attendais pas à ce que ça s'accélère d'un coup comme ça pour Ethereum. Écoutez, cool, hein, j'en ai un peu en portefeuille, je m'y intéresse toujours à l'écosystème Ethereum, et tant mieux. Je pense que dans ma commu, il y a beaucoup de monde qui ont de l'ETH, donc profitons pour le moment. En tout cas, on a dans les news ETH Maxi Bitmain qui annonce un programme de rachat d'actions d'1 milliard de dollars. La société vient d'acquérir 58 000 Ethers et des poussières pour 225 millions. Ils ont déjà une réserve de 625 000 Ethers, c'est abusé. Ensuite, on a une nouvelle société de trésorerie Ethereum qui débarque, ETH Zilla. L'ex-biotech cotée au Nasdaq 180 180 Life Science change de nom et lève 425 millions de dollars pour adopter une stratégie centrée sur ETH. Je fais une petite parenthèse sur cette news, et en plus en dessous, on voit quelqu'un qui partage le cours de l'action. Alors on voit un truc qui passe de 4000 dollars à 2000 pas 2000 pardon, à 2 dollars. Je pense que c'est comme la dernière fois, il y avait une boîte qui avait fait la même chose, qui a fait un 180 degrés pour investir sur le token Hype, il me semble. Enfin, ils ont dit qu'ils feraient ça, il me semble que c'est pas encore fait, et c'était pareil, c'est même une boîte qui était cotée, ses parts valaient plusieurs millions de dollars, et c'est tombé à moins d'1 dollar. Sauf que j'imagine que la quantité de parts en circulation a augmenté, on peut pas passer de 9 millions de dollars à moins d'1 dollar sans qu'il y ait une quantité d'offres en circulation qui augmente. Je pense que c'est pareil, pour passer de 4000 dollars à 2 dollars, bon après c'est aussi une biotech, enfin une ancienne biotech, cette boîte qui s'est rebrandée en trésorerie Ethereum, donc forcément ils ont dû apparaître un petit peu après le Covid, hein, les subventions et compagnie, ça devait aller de bon train dans ce domaine, et maintenant que ça s'est un petit peu tassé, qu'il y a moins de hype, j'imagine, dans ce domaine, ils essayent de surfer la prochaine hype. J'ai l'impression qu'il y a des boîtes, elles sont juste là pour ça, pour surfer un petit peu les hypes. En ce moment, les cryptos c'est revenu, et le truc du moment c'est de lever des fonds pour acheter des cryptos. Donc honnêtement, ça a pas l'air d'être trop risqué pour pour les entreprises qui font ça. Je comprends, enfin, je sais pas, j'ai un petit blocage quand même avec ce délire de créer une entité qui a uniquement pour but d'acheter, de détenir un actif, et parfois même de faire du levier dessus. Je veux pas faire l'alarmiste ou quoi que ce soit, je n'ai aucune idée de comment ça pourrait nous péter à la gueule ou si ça peut arriver, mais c'est juste un feeling. Je me dis quand même, c'est trop chelou ces boîtes qui font des 180 degrés pour adopter ce genre de stratégie. Que ce soit des boîtes avec des Michael Saylor comme ça qui sont complètement évangélisés depuis un petit moment, ça me choque moins. Peut-être parce que j'ai eu le temps de m'y habituer, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis quand même un petit peu pas refroidi par ce genre de news, mais je prends quand même ça avec des pincettes. En tout cas, ça va pas nécessairement me faire acheter la blinde d'Ether tout de suite. Ensuite, on a Sharplink Gaming qui a acquis encore 77 000 nouveaux Ethereum. On parle tout le temps d'eux en ce moment, ils achètent un maximum d'Ether. En moyenne, tiens, c'est intéressant, leur moyenne d'achat c'est 3000 dollars, donc je crois qu'ils ont dépassé le portefeuille de la chaîne YouTube, hein. Je sais plus à combien je suis en moyenne d'achat sur Ether sur le portefeuille de la chaîne YouTube, mais je dois être dans ces eaux-là. Ensuite, on a les ETF aussi sur Ethereum, toujours aussi positif, hein, pas mal d'entrées encore. J'ai l'impression que ça a freiné un chouïa quand même depuis le 16 juillet. Mais bon, c'est toujours des entrées. Pour Bitcoin, on va le voir, on a eu un peu de sorties ces derniers jours. Et justement, en parlant de BTC, les news, Bitcoin maximaliste, Marathon il me semble, déjà détenteur de près de 6 milliards de dollars en BTC, vient de lever 950 millions de dollars supplémentaires pour acheter du BTC évidemment. Ensuite, on a Metaplanet qui acquiert 780 bitcoins supplémentaires pour environ 92 millions de dollars. On a l'habitude aussi de les voir passer. Volcon, une boîte, si je dis pas de bêtises, de voitures électriques, je l'avais passé la dernière fois, qui achète 317 bitcoins supplémentaires.
Capital B, 58 bitcoins supplémentaires, ouais, on va les passer un petit peu rapidement, parce que c'est toujours la même chose. Semler Scientific, 175 BTC supplémentaires. Digital X, 75 BTC supplémentaires. Séquence, encore une fois, Cocorico, 755, ah pas mal. Il me semblait que c'était 75, mais j'ai dû mal lire, dans 755 nouveaux BTC. Et attention, ça m'a fait marrer, on a tellement l'habitude de voir Strategy acheter des BTC que quand ils en achètent pas pendant une semaine, on a la news de attention, cette semaine MicroStrategy n'a pas acheté de BTC. Et voilà, ça vous en bouche un coin, j'imagine. Et du côté des ETF BTC, je vous l'ai dit brièvement à l'instant, on a eu des sorties ces derniers jours entre le 21 et le 23 juillet. Bon, pas de quoi s'affoler non plus, et depuis le 24 juillet, ça s'est largement équilibré du côté positif. Donc pas grand chose à tirer comme conclusion autour des ETF. Maintenant, on a les news, je vais dire assez méchants, shitcoin maximaliste. J'avoue, j'abuse un peu, je tire les traits, mais c'est pour englober en fait ce qui va être BNB, XRP et Solana, parce que j'ai vu des trucs similaires à ce qu'on a sur Ether et BTC, mais sur d'autres tokens. Donc altcoin maximaliste, allez, pour être moins méchant. On a Nanolabs qui a augmenté sa position de BNB. D'ailleurs, je l'ai pas mis de côté, mais le token de Binance a fait un nouvel ATH à 860 $, je crois. Je m'attendais pas du tout à ça. Je me rappelle par contre qu'au cycle précédent, j'espérais que BNB atteigne 1000 $. Peut-être que ce sera cette année, peut-être que ce sera sur ce cycle, j'en sais rien. En tout cas, j'ai plus de BNB en portefeuille, donc je ne l'attends plus. Mais je regarde quand même par curiosité, si elle atteint 1000 $, ce serait rigolo. Enfin, rigolo. Je sais pas si c'est le bon mot, mais on s'en fout. Wintree Therapeutics déclare lever 520 millions de $ pour racheter des BNB pour sa trésorerie. Pourquoi pas? Cette annonce fait suite à un projet d'achat de 200 millions de $ de BNB et une association avec l'exchange Kraken pour la conservation. Ah oui, c'est vrai, j'avais mis de côté parce que c'était hyper ironique de voir qu'ils vont confier la conservation des tokens BNB à un autre exchange que Binance. C'est quand même assez cocasse, on peut se le dire. Upexi achète 83 000 Solana supplémentaires pour 16 millions de $. C'est le seul que j'ai vu ces derniers jours avoir acheté des Solana, mais je suppose qu'il doit y avoir d'autres entités aussi. Étonnamment, peut-être que dans les faits, ça s'est plus fait sur Ether au début, mais de ce que j'ai vu, c'est marrant, ça a commencé un peu par Solana, puis là c'est à fond sur Ethereum. Pourquoi pas? Et attention, encore plus fou, Wellgistics dépose une demande pour adopter XRP pour sa trésorerie après un accord de crédit de 50 millions de $. Attends, en plus, ils les achètent à crédit. Le plan ne se limite pas à la trésorerie puisque Wellgistics souhaite utiliser la blockchain XRP pour permettre des versements en 3 à 5 secondes pour plus de 6000 pharmacies, réduisant ainsi les délais et les coûts bancaires. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, jamais utilisé le réseau XRP, mais pourquoi pas. On a un truc très marrant du côté de Venmo et PayPal, ça se passe aux États-Unis. Les Américains peuvent envoyer de l'argent directement depuis ces applications au gouvernement américain pour contribuer au remboursement de la dette nationale. Quand j'ai lu cette news, je me suis tout de suite dit, c'est pas la Russie qui est communiste normalement, il y a pas un petit problème dans la matrice. Bon voilà, je trouvais ça assez rigolo. Je ne sais pas qui est assez bête, qui est assez fou pour aider un gouvernement à rembourser sa dette. Faut être un peu stupide, c'est eux qui prennent les mauvaises décisions, ceux qui font des bêtises. C'est clairement pas moi qui vais rembourser leurs conneries, hein, très clairement. Enfin, techniquement, on le fait déjà indirectement avec les impôts et compagnie. Alors, les impôts, c'est pas fait pour réparer les bêtises des politiciens, mais bon, vous avez compris l'idée. En France, je pense que vous avez encore plus compris l'idée. PayPal, tant qu'on parle d'eux, ils ont lancé Pay with Crypto qui permet aux commerçants américains d'accepter plus de 100 cryptos avec des conversions instantanées en fiat ou stablecoin et seulement 0,99% de frais. Oh, c'est 3 fois rien, hein. 1% de frais, ils auraient pu arrondir. Non, ils prennent 0,99% de frais. Ils vous laissent, c'est cadeau. 0,01%, non, on va quand même pas vous prendre ça, on vous prend déjà 0,99. Bref. Par contre, ce qui est fou, c'est que la suite de la news, ça dit que ça réduit les coûts transfrontaliers jusqu'à 90%. Donc, entre certaines devises, si par exemple, j'en sais rien, moi, quelqu'un au Kenya ou quelqu'un en Azerbaïdjan ou j'en sais rien, dans n'importe quel pays, on s'en fout. Il y a des pays où les frais c'est 10%.
pour une transaction, si doit y avoir une conversion en dollars, ils se mettent bien PayPal, ils se mettent super bien. Et là du coup, ça donne un avantage de passer par les cryptos. J'imagine qu'ensuite c'est aux gens de se démerder pour le côté déclaration. Bon après, je sais pas comment ça se passe au Kenya, à l'Azerbaïdjan, mais ils se débrouillent, les gens, ils font comme ils veulent, mais ça peut être intéressant, voilà, dans les pays où il y a beaucoup de frais pour l'échange de devises, passer par les cryptos. Après, 1% de frais, bon, on a vu mieux. On a l'exchange KuCoin qui va suspendre ses services pour les résidents français en raison des lois et des réglementations locales. Peut-être que ça va faire comme Bybit, qu'ils vont fermer pendant un temps et qu'ensuite ils réussiront à choper un agrément ou un accord ou j'en sais rien. Je suis pas trop l'actu des exchanges centralisés, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont un compte sur KuCoin, donc faites attention, si vous avez des fonds dessus, pensez à les retirer, à les mettre ailleurs. Bon, évidemment, moi j'aurais tendance à vous dire à les mettre sur vos wallets en sécurité, mais bon, si vous voulez les balancer sur un autre exchange, libre à vous, hein, vous faites ce que vous voulez. Les revenus journaliers de Pump.Fun s'effondrent. Alors, il s'effondre déjà depuis février, hein, quand je regarde le graphique, même fin janvier plutôt, passant pour la première fois sous les 300 000 $. Est-ce que c'est étonnant? Il y a quelques temps, il y avait un narratif chez certaines personnes qui disaient que oui, Pump.Fun c'est le casino, de toute façon tout le monde finit par aller au casino, voilà, les casinos sont toujours là. Certes, mais je sais pas, les casinos et Pump.Fun c'est quand même pas la même chose. Je saurais pas trop donner la différence, mais c'est comme tout ce qui va être loterie et compagnie. Les gens, ils retournent systématiquement, mais Pump.Fun, c'est pas un truc vers lequel je pense les gens retournent particulièrement. Je pense pas qu'ils ont un taux de retournement, c'est pas du tout le bon terme, mais je pense pas qu'ils ont un taux de... j'arrive pas à trouver le mot, mais vous avez l'idée. Le taux de gens qui utilisent Pump.Fun et qui continuent de l'utiliser au fil du temps, ça doit être beaucoup plus faible que les loteries et compagnie. Donc je suis pas hyper étonné de voir cette news. Par contre, je pensais pas que le token Pump descendrait aussi vite. Là, c'est une catastrophe. Au moment de mon screen, il était à 0,3 centimes. Je crois que là, il est encore plus bas que ça. Et ça veut dire qu'à ce prix-là, à 0,3 centimes, il est à 3 milliards de FDV. Pourquoi j'insiste, pourquoi je cite précisément sa FDV? Parce que les investisseurs qui ont misé sur Pump.Fun lors de sa prévente, il y a très peu de temps, eh bien c'était avec une FDV de 4 milliards de $. Au plus haut, je crois qu'il avait atteint 6 ou 7 milliards de FDV, donc même pas un x2 pour les investisseurs en prévente. J'y ai pas touché. Enfin, il y a du delta neutre à faire dessus. Ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Mais sinon, la volatilité, on va dire, du token, j'y ai pas touché directement. Donc, Pump.Fun qui est déjà tombé en dessous du top 100. Un peu surpris quand même si je suis pas particulièrement bullish sur cet écosystème, voire même un peu bearish, non même pas un peu, voire même complètement bearish sur cet écosystème. Je pensais pas qu'il allait se faire descendre aussi vite. Alors peut-être qu'il va faire comme le token Pengu par exemple, qu'il va faire un pump des enfers, on sait pas d'où, j'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal, j'ai pas spécialement envie de surfer un petit peu le truc, de spéculer sur ce genre de volatilité. Mais c'est intéressant parfois de surveiller ce genre de projet pour se donner une idée un petit peu des narratifs qui peuvent être en vogue. Et ouais, faut croire que les launchpads, les gens en ont un petit peu ras-le-bol. On a quelque chose qui n'a rien à voir avec les cryptos, mais moi ça m'intéresse quand même, l'euro qui décroche face au dollar, moins 1,2%, sa plus forte chute journalière depuis mai. Les marchés parient que l'accord commercial Union Européenne-États-Unis nuira à l'économie européenne. Moi ça m'arrange parce qu'en ce moment j'emprunte de l'euro sur AAV, enfin de l'euro C, l'euro Circle, et je l'ai converti en dollars. Donc j'ai en quelque sorte une position où je short euro, donc s'il baisse, ça m'arrange. S'il monte, ça m'arrange moins. On a, tant qu'à faire, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour. Il y en a 3, il me semble. On commence par le hack de Wu Finance. Ils se sont fait dérober un petit peu de tout, du BTC, de l'Ether, du BNB, des tokens, des stablecoins sur le réseau Arbitrum. Et je sais pas si j'ai précisé la quantité, ils se sont fait dérober 12 millions de $. Donc c'est quand même pas un petit hack, c'est pas mal. J'ai pas été voir en particulier du compte de chez Wu s'ils avaient communiqué là-dessus. Enfin, si je sais qu'ils ont parlé du hack, mais est-ce qu'ils ont communiqué sur le fait de pouvoir rembourser les utilisateurs? Je sais pas trop. Alors a priori, update numéro 5, la balance des 9 comptes affectés a été créditée depuis la
trésorerie de la compagnie. Ah oui, il me semble que j'avais vu ça. C'est juste 9 utilisateurs qui se sont fait dérober des fonds sur vous. Je sais pas exactement du coup comment le hack a été effectué, mais c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Il y a que 9 utilisateurs qui ont perdu des fonds. Donc c'est que des baleines pour le coup. Pour que ce soit 14, pas 12, 14 millions de dollars de dérobés, c'était pas des petits porteurs. Donc rassurez-vous, si vous avez des fonds sur vous, a priori, c'est pas tombé sur vous. On a Super Rare, ça pour le coup c'est tombé récemment le 28 juillet, qui s'est fait dérober 730 000 dollars de tokens rares. C'est un vieux truc ça, il me semble que c'est sorti en 2021 ou 2022, c'était sur la hype des NFT et compagnie. Donc attention, soyez vigilants si vous avez des tokens rares. On a des logiciels malveillants ciblant spécifiquement les wallets crypto qui ont été retrouvés dans un jeu présent sur Steam. Le jeu PC de survie Chemia semble avoir été retiré de Steam après que la société, ça se dit ? On s'en fout. Après que la société de cybersécurité Prodaft a déclaré que le jeu était rempli de logiciels malveillants créés par le groupe de cybercriminels Encryptub, c'est pas sympa du tout. Bref, cette conclusion est nulle. Bref, soyez prudents, même sur Steam, faut être prudent, dis donc, c'est complètement fou. C'est pas la première fois que je vois ce genre de news de malware implémenté sur un jeu Steam, malgré qu'il y ait des vérifications sur les stores, que ce soit Steam, que ce soit le Play Store sur mobile, etc. Il y a toujours des jeux, des applications qui arrivent à passer dans les mailles du filet. Bon, la plupart du temps, ça va pas être des gros AAA ou des grosses applications ultra mainstream, mais bon, soyez toujours quand même vigilants, on ne sait jamais, et évitez évidemment de télécharger des applications depuis des places obscures d'internet. On enchaîne avec les levées de fonds et on commence par ETH Strategy. A priori, c'est un protocole, enfin une trésorerie avec de l'ETH en effet de levier. Pourquoi pas? Ils ont levé 46,5 millions de dollars. On a Freename ensuite, un registre Web3 de nom de domaine qui a levé 6,5 millions de dollars. Pas grand chose à dire, donc j'enchaîne directement. Lightyear, une plateforme d'investissement de stock, donc d'actions en bon français, ils ont levé 23 millions de dollars. J'imagine que si je vois ça sur le compte Crypto Fundraising, c'est qu'il doit y avoir un lien, probablement que on peut s'exposer aux actions de manière tokenisée, ou alors c'est un produit un peu tout en un et ils ont pas que des actions, ils ont peut-être aussi des cryptos, ou peut-être des ETF, j'en sais rien. On a Courtyard, je suis pas sûr de bien le prononcer, mais on va faire avec, qui ont levé 30 millions de dollars. Ils font de la tokenisation, mais pas de la tokenisation comme Ondo, Ethena et compagnie. Ils font pas du stablecoin. Ils font entre autres des cartes Pokémon. Je crois qu'ils font plein d'autres choses, mais j'en avais entendu parler par rapport à des cartes Pokémon pendant un moment. 30 millions de dollars, pourquoi pas. Ils s'amusent en gros à tokeniser des choses, à transformer des choses, on va dire, sous forme de NFT. Gaib qui a levé 10 millions de dollars, c'est un projet qui a des stablecoins, et c'est des stablecoins qui vont générer du rendement avec de l'IA derrière. J'avais fait une revue du protocole, c'est plus compliqué que ça. Il me semble qu'ils ont des investissements sur des boîtes de GPU, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, faudrait que j'aille rejeter un œil sur le protocole, voir ce que ça a donné. Ils ont levé 10 millions de dollars et ils avaient déjà levé 28 millions auparavant. Ah non, ils ont pas levé 28 millions, c'est 28 millions de dollars qui ont été déposés sur leur Vault DeFi, donc leur Vault c'est leur fameux stablecoin. Et je crois que c'est la dernière, D2X, qui lève 5 millions de dollars, c'est une plateforme de dérivés crypto qui est régulée en Europe a priori. J'ai pas plus d'informations sur le sujet, donc faites ce que vous voulez de cette information. Comme d'habitude, on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer plus ou moins rapidement. Bon, là je suis pas sûr parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais on va faire de notre mieux et ça parle de DeFi évidemment. Je commence par Momentum Finance parce que ça fait quelques jours qu'ils ont implémenté un truc hyper utile. Il y a déjà ça du côté de Suilend, il me semble. C'est un petit bouton sur lequel vous pouvez récupérer tous vos intérêts ou sortir toutes vos positions en un clic, et vous pouvez même choisir de tout récupérer en un seul token. C'est complètement craqué. Je connais pas de protocole qui permettent de faire ça, ou en tout cas qui permettent de faire ça dans des cas assez classiques.
assez généraux sur Ethereum, sur Solana ou sur tous les écosystèmes compatibles EVM. Sur Sui, par contre, il y a Suiland, il y a Momentum, il y a peut-être d'autres protocoles qui permettent de faire ça. Je trouve que c'est trop bien. Voilà, on farm sur Momentum. Moi, j'ai une pool où quand je farm, j'ai 3 tokens différents à récupérer. Et ben, en un bouton, boum, je peux tout récupérer en USDC. C'est tout con comme fonctionnalité, mais j'adore ça. Ensuite, on a Bera. J'ai vu un post de Dolomite et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du Bera staké maintenant nativement sur l'écosystème de Bera Chain. Oui, il y a du Bera staké nativement. Et en plus de ce qu'il y a écrit sur la news, a priori, c'est le gas token. Donc maintenant, le gas token sur Bera Chain, c'est du Bera staké. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée en soi. Donc par le biais de Dolomite, et j'ai même pas fait exprès, mais j'ai mis mon t-shirt Dolomite ce soir, par le biais de Dolomite, j'ai vu cette news, j'ai vu la mise à jour sur Bera Chain, mais je mets plus les pieds sur Bera parce qu'il y a rien d'intéressant à faire là-bas. Zora qui a été listé sur Paradex, j'ai juste mis de côté pour moi, juste comme ça, on en reparlera peut-être. Paradex d'ailleurs que j'ai toujours pas farmé, peut-être que je vais m'y intéresser. Ensuite, on a Yield Finance. Je sais pas si ils ont vu ma vidéo, bon juste pour l'ego, je vais me convaincre qu'ils ont vu ma vidéo et qu'ils ont repensé un petit peu à leur position, mais ils étaient exposés à hauteur de 10 millions de dollars au protocole Stream Finance et j'ai un gros problème avec Stream Finance, ils sont pas si transparents que ça sur leur collatéral, sur ce qu'ils font avec les fonds du protocole, donc je suis content que YieldFi ait diminué son exposition à Stream. Par contre, de base, c'était que de l'exposition aux stablecoins. Là, ils ont quand même déposé les stablecoins de Stream, donc le XUSD, sur d'autres protocoles pour générer plus de rendement, évidemment. Mais bon, ils ont divisé leur exposition par 2 à Stream Protocol, donc je suis plutôt content de ce côté-là. Ensuite, on a la saison 2 des pommes qui commence sur Etherlink. J'ai été jeter un coup d'œil rapide. Il y a 2-3 trucs sympathiques, mais honnêtement, c'est beaucoup moins intéressant que la saison 1. Ça me rappelle pas mal ce qu'il y a eu du côté de la blockchain Teiko. Teiko, ils avaient fait quelques programmes d'incentive, donc de récompense en bon français, sauf que ça a amené, ou alors ils avaient des liens avec des baleines, des institutionnels, je ne sais pas, mais ça a amené un maximum de baleines. Du coup, on s'est retrouvé avec des pools de liquidité avec 60 millions de TVL et 2 $ de volume sur une journée, des protocoles de lending avec 2000 $ en stablecoin de déposer et 60 millions de dollars de BTC wrappé déposé, donc de l'activité pas du tout organique, des récompenses essentiellement pour les baleines. Sur Sonium, il y a eu aussi un petit peu ce problème, mais ils ont un peu pondéré les récompenses qui ont été distribuées aux détenteurs de tokens Solve BTC, et c'était essentiellement des baleines, donc c'est plutôt cool. Là, Etherlink, ils ont fait un partenariat avec Lombard, enfin je sais pas si partenariat c'est le bon mot, mais maintenant le LBTC est disponible sur Etherlink, et il y a déjà des baleines, il y a déjà des millions de liquidités sur les protocoles d'Etherlink, donc ça me fait un peu penser à ce qu'il y a sur Teiko. C'est pas hyper intéressant, si on a des très gros portefeuilles, pourquoi pas. On a l'USDF de Falcon Finance qui atteint 1 milliard de market cap. Tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire. J'ai toujours pas essayé de farmer le protocole. Je suis pas hyper fan avec le fait que déjà dans leur collatéral, ils ont des trucs chelous et ils sont pas totalement transparents. Enfin, ils ont potentiellement des trucs chelous parce que justement, on peut pas savoir en détail ce qu'ils ont. C'est le genre de produit qui veut ça, donc c'est pas dramatique. En tout cas, je me suis fait une petite réflexion par rapport à Falcon Finance. Dans le game des stablecoins, et dans le game surtout des stablecoins qu'on peut farmer pour un airdrop, c'est probablement celui qui a le plus de traction, le plus de... la plus grosse market cap, hein. 1 milliard de USDF, c'est beaucoup. Et je me dis, est-ce que eux, ils feraient pas un airdrop à la Eigenlayer? Pour ceux qui ont pas du tout connu l'airdrop d'Eigenlayer, en fait... Eigenlayer, c'était quelque chose de très linéaire. C'était plus on déposait dessus, plus on avait de points et plus on avait un airdrop sympathique. Sauf qu'ils ont mis un critère assez incroyable, je trouve, c'est qu'ils ont donné une allocation minimale à absolument tous les gens qui ont déposé sur Eigenlayer. Enfin, toutes les adresses, pas tous les gens, évidemment. Et du coup, dans le lot, il y avait des adresses qui avaient déposé genre 5 centimes sur Eigenlayer et qui se sont retrouvées avec 100 tokens Eigen qui au lancement valaient quelques centaines de dollars.
Donc c'était un airdrop qui était plutôt intéressant même pour des tout petits porteurs, et vu l'attraction qu'a Falcon Finance, je peux pas l'affirmer, je pense pas à 100% qu'ils vont faire comme Eigenlayer, mais je me demande s'il y aura pas quand même des critères pour essayer d'inclure pas mal de monde, parce que je suis pas sûr que malgré le milliard de market cap sur leur stablecoin, il y ait beaucoup de gens qui farment le protocole. En tout cas, même sans l'airdrop, pour ceux qui font de la DeFi, il y a un rendement sympathique sur leur stablecoin. C'est pas sans risque évidemment, mais je sais pas. Il y a des comptes qui ont fait un peu de FUD sur l'USDF, mais moi je sais pas. Je trouve que ça rentre dans mon niveau de risque. Je suis pas mal à l'aise avec un Falcon Finance. Pour ceux qui empruntent des EURC sur Ethereum, sur AAV, il y a des intérêts bonus, comme ils font du côté de Base. Et d'ailleurs, ça fait pas si longtemps, il me semble, que l'EURC est disponible sur Ethereum, donc pourquoi pas. On a AAV d'ailleurs une autre news autour d'eux, qui est intégrée directement sur MetaMask. Et je pense que ça va se faire de plus en plus, ce genre d'intégration, pas forcément que d'AAV, mais d'avoir des wallets qui permettent directement de déposer des tokens sur des protocoles de DeFi. C'est pas nouveau, hein, ça se fait depuis 2021, Trust Wallet ils le font aussi. Avoir des implémentations faciles d'accès, on va dire, pour le tout venant directement sur l'interface du portefeuille, je pense que ça change quand même les choses. Récemment, il y a Phantom qui a intégré Hyperliquid directement sur le portefeuille. Ils prennent des frais par-dessus, évidemment. Ils ont généré pas mal de frais pour le moment. Donc ça a l'air de quand même plutôt bien fonctionner, ce genre d'intégration. On a le token Cake de PancakeSwap qui est dispo sur Solana. Je me suis dit, mais depuis quand PancakeSwap est sur Solana? Alors ça doit pas faire très longtemps, même s'il y a pas mal de TVL. On voit que le volume sur 24 heures, c'est ridicule, hein. Sur la paire de stablecoin, 32 millions de dollars de TVL. Enfin, si on compte les deux paires, 50 millions de dollars de TVL, même pas 200 000 dollars de volume sur 24 heures, c'est ridicule, hein. C'est vraiment risible. C'est quand même fou de se dire qu'à l'origine, PancakeSwap, c'était le bébé, on va dire, de Binance. Que Solana à l'époque c'était les concurrents, c'était pas FTX mais ils étaient très proches de FTX, et maintenant PancakeSwap est sur Solana. Bon, après il faut dire que PancakeSwap ils ont perdu un petit peu de leur splendeur depuis le temps. Ensuite on a Ecubo. J'ai fait un petit post récemment sur Ecubo parce que j'en entends pas parler, et c'est un petit peu silencieux, et pourtant en termes de volume, voilà, les chiffres parlent, comme on dit. Ecubo enregistre énormément de volume. Il y a plusieurs journées où il se classe derrière Uniswap, sauf que Ecubo, il a beaucoup moins de TVL qu'Uniswap. Il y a quelques millions ou quelques dizaines de millions de TVL sur Ecubo, et tous les jours, il y a au moins 100 millions de dollars de volume. Là, au moment de mon post, on était sur 400 millions de dollars de volume sur une journée, et ouais, cette dernière semaine, on était même au-dessus des 200-300 millions de dollars tous les jours. Donc c'est un protocole qui a une très bonne efficience des liquidités. Donc ça veut dire que peu de TVL, beaucoup de volume. Les liquidités qui sont déposées sur le protocole sont beaucoup échangées, donc vont générer beaucoup de frais pour ceux qui déposent dessus. Et forcément, le token s'apprécie. Ce qui est assez fou, c'est que c'est un protocole qui a été lancé de base sur Starknet. Voilà, je trouve assez dingue que le protocole arrive à faire peau neuve, tout bêtement, et que ça se passe bien pour eux. Bon, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a encensé un petit peu Fluid, que Fluid va faire de la concurrence avec Ecubo. C'est bien, c'est sain, la concurrence sur la DeFi, il en faut. Après, pour ce qui est de spéculer sur le token d'Ecubo, de Fluid ou quoi que ce soit, je suis un petit peu moins fan, mais ce qui est intéressant quand même avec Ecubo, c'est que la supply, tout est déjà en circulation. Ils avaient filé 33% aux investisseurs, ils avaient gardé 33% pour la gouvernance, et le reste pour l'airdrop. Et en plus de ça, dans les tokens qui sont pour la DAO, ils commencent à en distribuer sur Ethereum pour les apporteurs de liquidités. Donc finalement, on est à plus d'un tiers pour la communauté, c'est plutôt cool. On a Ethena. Alors je vais m'attarder un petit peu là-dessus parce qu'au début j'ai pas compris l'utilité du truc, mais en fait c'est plutôt intéressant. Ethena qui fait une sorte de partenariat avec AAV. Si jamais il y a des utilisateurs qui déposent 50% de SUSDE et jusqu'à 50% d'USDE sur AAV et qui empruntent des stablecoins pour faire des boucles sur l'USDE, et ben même les USDE pas stakés, parce que le SUSDE c'est la version stakée qui génère actuellement autour de 10% annualisé, l'USDE il génère pas d'intérêt, et ben même si vous avez votre position moitié SUSDE et moitié USDE,
vous allez quand même avoir les revenus du staking. Pour l'instant, sur le papier, là, on se dit, ok, mais autant tout avoir en SUSD, ça change quoi d'avoir la moitié staké, la moitié pas staké. Au final, ça revient au même si on met tout en staking. Au début, j'avais pas saisi la subtilité, mais l'USDE, quand on le dépose sur AAV, il a un rendement. Et comme le SUSDE, c'est un stablecoin staké, en général, personne n'emprunte ce genre de stablecoin, ou parfois c'est même pas possible de l'emprunter. Par contre, l'USDE, vu qu'il génère pas d'intérêt, les gens vont en emprunter, comme de l'USDC, comme de l'USDT et compagnie. Donc l'USDE génère un rendement grâce au lending. C'est pas un rendement de fou furieux, mais ça veut dire que si on met tout sur le SUSDE, on va gagner moins que si on split entre le SUSDE et l'USDE tout court. Ouais, c'est un petit peu compliqué, faut chercher un petit peu loin, mais globalement ça permet juste d'avoir un peu plus de rendement sur la boucle avec le SUSDE. Intéressant comme type de partenariat, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, un petit peu tarabiscoté à ce point. Et en plus sur AAV, les stablecoins coûtent, ils coûtent pas 10% d'intérêt annualisé à emprunter, donc la boucle doit être plutôt vertueuse. Donc si jamais il y a des baleines dans le coin, parce que évidemment ça se passe que sur Ethereum, ça peut être intéressant cette boucle autour d'Ethena. Tant qu'on parle d'eux, la supply de l'USDE a atteint 7 milliards, voilà, il y a 7 milliards d'USDE en circulation. Une semaine avant ça, ils avaient passé les 6 milliards d'USDE en circulation, donc en ce moment ça se passe plutôt bien du côté d'Ethena. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'entends pas parler les gens de ouin, Ethena c'est du delta neutre, ils apportent de la pression vendeuse sur Ethereum, c'est à cause d'eux si Ethereum il sous-performe, ouin. Ah là étonnamment, maintenant qu'Ethereum performe, il n'y a pas de problème avec Ethena. Bref, je trouve ça un petit peu cocasse. En parlant de choses cocasses, tiens, j'ai fait une vidéo récemment, peut-être que vous l'avez vu sur YouTube ou sur Twitter aussi. Pour une fois, je l'ai posté sur Twitter. Je me suis dit que ça pourrait avoir un sens de le poster là-bas et ça a bien marché. Mais bon, les vues sur Twitter, ça vaut ce que ça vaut. Et dans cette vidéo, je me suis permis de réagir au dernier live que j'ai vu de Coin Academy où Picsou et Capet, enfin surtout Picsou, parlaient de DeFi et il parlait en l'occurrence ici des frais sur AAV. Voilà, Picsou disait que il savait pas combien AAV prenait de frais, que c'était pas facile à trouver, qu'il avait demandé à ChatGPT et compagnie. Petite parenthèse sur les IA, c'est bien, c'est un outil, ça aide, mais faut pas oublier que c'est un outil. Il y a trop de personnes, comme je l'ai mis dans mon post en dessous, qui partent du principe que c'est un oracle du savoir et de la vérité, et sur Twitter c'est un enfer. Pour le coup, je suis pas trop infesté par ça, mais je le vois quand même sous les posts d'autres personnes. Voilà, dès qu'on parle d'un truc, c'est Grok, est-ce que c'est vrai, Grok, Grok, est-ce que tu peux me torser les fesses parce que je sais pas le faire? Ça me saoule. J'utilise aussi parfois quand j'ai des interrogations sur certaines choses ou pour améliorer une image, ce genre de choses. Mais il faut pas oublier que c'est un outil, faut pas l'utiliser pour tous les tracas, et surtout faut pas oublier qu'il dit beaucoup de conneries et qu'il a tendance à aller à fond dans notre sens. On peut lui faire dire tout ce qu'on veut de ChatGPT, enfin presque tout ce qu'on veut, c'est assez fou. Donc ChatGPT ne lui a pas donné la réponse, mais en gros dans ma vidéo j'ai montré qu'en allant sur AAV, on avait littéralement la réponse à portée de 2 clics. Certes c'est pas un terme qui est commun, ça s'appelle c'est sous l'appellation Reserve Factor, mais bon, c'est pas le pire, parce que CryptoPicsou a répondu à ma vidéo, et il s'est un peu enfoncé, et ça devient un petit peu drôle. Alors, il a pris le temps de consulter la documentation, il avait dit déjà dans le live qu'il avait regardé la documentation, donc pourquoi dire qu'il a pris le temps? Il a repris le temps, non? Non? Je sais pas. Bon, c'est vrai que la documentation, pour trouver cette information des frais que prend AAV, c'est pas évident. C'est vraiment le côté très technique du protocole, sur la logique et compagnie. La documentation, elle sert surtout à ça. Dedans, ils vont pas spécialement expliquer comment fonctionne la gouvernance. Enfin, même s'il y a une section sur la gouvernance, c'est vrai que l'information, elle est pas folle dans la documentation, mais on s'en fout puisque sur l'interface du protocole, on le trouve facilement. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait un autre post. Ah non, c'était peut-être en dessous. Attendez, faut que je retrouve. Il nous a dit, ce cher Picsou, que sur Morpho, c'est plus simple. C'est clairement indiqué performance fee. Sauf que les performance fees qui sont indiquées sur Morpho, c'est pas les revenus du protocole. C'est les revenus des vaults sur Morpho, parce qu'il y a des curateurs sur Morpho. Parfois, il y a même 0% de performance fees. Donc non, Picsou, sur Morpho, c'est pas parce que c'est écrit frais
que c'est plus clair. Au contraire, c'est les frais du curateur, parce que Morpho ne fonctionne pas comme sur AAV. Et ce qui est plus drôle encore, c'est que il me semble que Morpho ne prend pas de frais justement, ils ont pas activé le fee switch. Et je savais plus d'où j'avais tiré cette information, je savais que j'avais vu une interview avec le CEO, et j'ai fait mes recherches du côté de YouTube. Je crois que je le mets juste en dessous. Le plus ironique, et c'est là que ça devient drôle, c'est que l'interview que j'ai vue, c'est celle de Picsou. Alors, ça date d'il y a plus d'1 an, on est d'accord, ça fait longtemps, mais quand même, c'est Picsou, enfin, via son interview, qui m'avait donné l'information que Morpho ne prenait pas de frais. Donc, c'est juste magnifique. Voilà, l'histoire a pris un petit peu de temps pour se dérouler, désolé, mais c'était très marrant. Voilà, moi, ça m'a fait marrer. Évidemment, c'est très geek, il faut être un petit peu sur la DeFi, sinon je comprends que vous passez complètement à côté du truc, mais le fait que il m'ait remonté ça et qu'il se souvenait plus pour le fee switch alors qu'il avait fait l'interview, c'est quand même rigolo. Mais bon, des vidéos, j'en fais plein aussi, vous me prenez n'importe quel truc que j'ai fait il y a au moins 1 an, il y a assez peu de chances que je me souvienne très précisément, voire que je me souvienne tout court de ce que j'ai dit ou d'une information en particulier. Même si sur certains trucs, je sais pas. Des fois sur certains trucs, c'est bien câblé là-dedans, j'arrive à m'en souvenir. Voilà, c'était l'histoire marrante du moment, hein, voilà, pour un petit peu détente. Maintenant, on termine avec le point airdrop. Ces dernières semaines, les points airdrop, ils étaient plutôt faibles, pas assez fournis, mais là, on a quand même un petit peu, on a du quelque chose pour aujourd'hui. Il y a des trucs sympathiques. On commence par Black Hole. Si jamais vous avez des tokens bloqués sur Aero, si vous avez des VE Aero, vous êtes probablement, je sais pas exactement ce que c'était les critères, donc je préfère dire probablement, éligible à l'airdrop de Black Hole. Il me semble que c'est comme les VE Aero, c'est des tokens qui sont bloqués, mais vous pouvez voter avec, vous pouvez récupérer des récompenses, et ça se passe sur la blockchain Avalanche. Ensuite, on a Dragon Swap, c'est sur la blockchain Sei. Si vous avez fait de l'activité il y a quelques temps sur la blockchain Sei, voilà, si vous avez farmé sur Sei il y a quelques mois, j'en avais parlé pendant un moment, il y avait des trucs assez sympathiques à faire sur cet écosystème. Vous êtes peut-être pas éligible à Dragon Swap, mais pour le coup j'ai eu très peu d'interactions avec, je sais même plus ce que j'ai fait, j'ai peut-être fait quelques swaps dessus et je suis éligible. Je crois que c'est 5 ou 10 $ de token. Mais bon, c'est gratos, ça se prend, donc allez voir sur le site. Par contre, il y a une partie des tokens qu'on peut récupérer tout de suite, une autre qui est vestée sur 30 ou 60 jours, je m'en souviens plus. Donc soit vous récupérez ce que vous pouvez maintenant, soit vous attendez un petit peu et si on croise les doigts, peut-être qu'avec un peu de chance, ça va stabiliser, ça va garder sa valeur, on verra bien. Ensuite, on a Succinct, si jamais il y en a qui ont joué, je suis passé complètement à côté de ce truc. Le checker vient de tomber, il reste encore quelques jours pour s'enregistrer, donc allez vous enregistrer si vous avez joué du côté de Succinct. On a le pré-claim pour Hyperlane saison 2, et oui, ils ont pas perdu de temps, la saison 1 c'était il y a quelques mois seulement, il y a déjà une saison 2 du côté d'Hyperlane, donc si vous avez utilisé récemment le bridge Hyperlane, allez voir déjà si vous êtes éligible. Pour le coup, je me rappelle pas l'avoir utilisé récemment, donc sans étonnement, je ne suis pas éligible, je peux pas m'enregistrer pour la saison 2, et c'est comme la saison 1, faites attention, quand vous faites l'enregistrement de base, ça va probablement vous mettre sur la version stakée du token, sur le réseau Ethereum, pensez à décaler sur Base, sur la version pas stakée éventuellement, si vous voulez juste récupérer vos récompenses et les dumper. On a enfin les infos sur la tokenomics de Linea. Alors si je me souviens bien, il y a 15% des tokens pour la team, et le reste c'est pour la communauté, et c'est 10% pour l'airdrop, et 75% pour plus tard, on verra, on se démerde comme on peut avec les tokens, donc c'est pour la communauté, mais pas tout de suite, hein, attendez un petit peu. Mage a fait un petit résumé là-dessus, donc il nous dit c'est OK tiers, évolution de la blockchain Linea. Les ETH bridgés sont automatiquement stakés via Lido, et le rendement est redistribué aux utilisateurs actifs sur la L2. Pourquoi pas, c'est intéressant comme mécanisme, on a déjà ça par exemple du côté de Blast, mais le fait de redistribuer ça uniquement aux utilisateurs actifs, je trouve que c'est un peu plus intéressant. Priorité à Etherex, une évolution du VE33 et AAV pour la répartition du rendement, bref c'est le nouveau DEX à la con du coin. 80% des frais de transaction sur Linea qui servent à racheter et brûler des tokens Linea, 20% des frais qui servent à racheter et brûler de l'Ether, ça c'est intéressant. Un layer 2 qui reste un petit peu fidèle à ses racines on va dire.
De côté tokenomics, bon bah je l'ai abordé, 15% pour Consensus, 10% pour l'airdrop, mais il compte les utilisateurs et les builders. Donc si y a 5% pour l'airdrop, c'est déjà pas mal. Et comme l'a dit CryptoCook, juste en dessous, si on arrive à gratter 7-8%, ce sera toujours 2 fois plus qu'un scroll. J'avais oublié à quel point scroll c'était une fraude cet airdrop. Je l'avais vraiment oublié pour le coup. Je me rappelle que quand c'était tombé, j'avais fait plusieurs vidéos sur le sujet et ils avaient donné le bâton pour se faire taper dessus, scroll. Mais mon cerveau a mis ça dans la case déni, vraiment, on oublie les oubliettes, je veux plus en entendre parler, ça y est, ça revient maintenant, j'ai mes démons qui ressortent, je me souviens de Scroll, je me souviens de Pencil, je me souviens de Solve, de Binance et tout, ah là là, j'ai tous les souvenirs qui reviennent. Quel enfer, Scroll c'était vraiment dégueulasse, vraiment c'était pas très beau. J'ai vu un post aussi sur Etherex, le fameux DEX du côté de Linea, mais ouais, finalement j'ai la flemme de, de résumer le thread. La seule information que je vais relever, c'est que c'est une évolution de Nile. Nile c'est un DEX qui est forké de Ramsès. Ramsès, c'est un DEX qui est sur Arbitrum. J'aime pas trop le modèle de Ramsès, honnêtement. Donc, je suis pas sûr que je vais aimer le modèle d'Etherex. Mais je demande quand même à voir. Ça fait longtemps que j'ai pas donné sa chance à Linea. Hein, pourquoi pas. On a des news par rapport au Suiplay, la fameuse console de Sui. Ça y est. Alors, les précommandes, c'est terminé. Elles ont toutes été vendues. Et là, ça y est, on peut payer les frais de port, c'est 35$ quand même, mais on peut payer les frais de port et la console sera livrée sous 5 à 7 jours. Alors, pas 5 à 7 jours à partir de maintenant, à partir du moment où elle sera prête à l'envoi. Et d'après ce qu'ils ont dit récemment sur Twitter, ça devrait être au cours du mois de septembre. Donc probablement pour les derniers jours de septembre, donc... Globalement, si on l'a avant Halloween, la console, c'est pas mal. Il faut jamais avoir trop d'attentes quand on est sur des projets crypto. Si je l'ai pour cette année, je suis déjà content. C'était, il me semble que c'était la date qui était prévue, c'était 2025, et ils ont pas non plus attendu décembre. C'est quand même pas mal, on peut se réjouir de ça. J'ai hâte de l'avoir entre les mains, de la tester. Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que ça vaut un Steam Deck? On verra bien. En tout cas, c'est une console qui se rapproche très grossièrement du Steam Deck et qui sera compatible justement avec Steam et compagnie. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de mettre la main sur ce produit. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Deux mèmes du jour pour terminer cette vidéo. Et oui, je vous ai gâté. Et il y en a un en rapport avec les airdrops, c'est Kinza Finance. Alors Kinza Finance, il y a tout un passif sur le protocole. Je vais juste vous dire que de base, l'airdrop de Kinza devait arriver fin 2023, la toute première fois où ça avait été annoncé. J'ai un doute. Non, je suis quasiment sûr que c'est fin 2023. Et là, il y avait une saison 2 qui devait durer jusqu'au 11 juillet, et ils se sont dit, bon, on va quand même la faire durer jusqu'au 31 juillet, hein, histoire de... Ils ont déjà 1 an et demi de retard sur la première date, et ils continuent d'étendre ça, c'est assez fou. Les réponses en commentaire, elles sont insultantes, on va dire, hein. Bon, d'un côté, vu le projet que c'est quand même pas mal, et c'est un projet de lending sur la Binance Smart Chain qui intéresse plus personne aujourd'hui. Que dire, hâte de voir quand même ce que ça va donner leur airdrop. A priori, ils étaient censés faire un modèle de tokenomics révolutionnaire sur le token de Kinza. Attendez, si ça a pris 1 an et demi pour venir, c'est que ça doit être au poil de cul incroyable. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et le deuxième mème du jour, bon, c'est un peu visuel, donc ceux qui écoutent l'émission, tant pis pour vous, mais on a le personnage de Squid Game avec plusieurs années, voilà, son évolution au fil de la série et au fil des années pour le parallèle avec la crypto. Donc 2020, voilà, on est tout souriant, on est tout content, on a des projets de Chad qui apparaissent, AV, Uniswap, Curve, Yearn, Chainlink, Sushi et compagnie. Ah là, le début de la DeFi, 2022, bon, de 2022 c'était pas un grand cru, il y a Chiliz, je sais pas pourquoi Chiliz est dedans, Luna, FTX, Apecoin, GMX, lui je sais même pas ce que c'est comme token, et 2025 là, plus rien ne va, les IA, le même coin de Trump, Fartcoin, les agents IA, Pump.fun, bref, c'est une catastrophe. C'est un peu représentatif honnêtement, pour être là depuis activement sur la DeFi, on va dire, depuis fin 2020, début 2021, c'est vrai que c'est plutôt précis cette image de...
voilà, plus le temps passe et plus on se lasse un petit peu, c'est toujours un peu les mêmes concepts et c'est de pire en pire, et le pire c'est que c'est les trucs qui s'appellent Prout et compagnie qui fonctionnent ce cycle-là, donc voilà, ça m'a fait marrer quand j'ai vu cette image, j'espère que ça vous aura fait rigoler aussi. Bref, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, voilà, j'ai plus grand chose pour aujourd'hui, je vous embête plus, donc à la prochaine, salut tout le monde.